Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Voilà, la nouvelle année a commencé. Nous avons à vous souhaiter, le meilleur. Je voulais juste vous souhaiter des vœux en référence à deux rapports au temps différents. Dans le calendrier grégorien, nous sommes en 2021. Et donc, bonne année à ceux qui s'y réfèrent. Et puis, dans le calendrier africain, nous sommes en 6257. Bonne année également, bientôt, parce que je crois que l'année commence en juillet pour les Africains. Donc, et vous voyez, on n'est plus dans le même ordre de chiffres, on est dans les 6000. Ça signifie que vous êtes dans une civilisation qui a plus de 6000 ans. Et c'est de cela qu'il est question lorsqu'on se souhaite des vœux. Donc je vous souhaite le meilleur et surtout que nous sortions du chaos dans lequel nous vivons actuellement, des indécisions, des décisions controversées qui nous chamboulent, qui sont peut-être faites aussi pour nous maintenir ou entretenir le chaos dans nos petites têtes. Donc je vous souhaite de rester vigilants. Et puis de vous mêler aux luttes qui se mènent actuellement, puisque notre société est en danger, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais tous ceux qui se battent pour que notre société nous reste, qu'elle nous appartienne, vous rappellent que nous sommes une société en danger. Alors je sais que beaucoup d'entre vous cherchent des solutions, cherchent la sérénité ou à se rasséréner à travers un tas d'illusions aussi, peut-être. On a des sciences ou des activités qui sont très à la mode actuellement, qui réfèrent à une recherche, la quête de l'estime de soi, puis tout le monde veut avoir son coach, etc. Ça fait partie des choses, mais je vous signale que nous sommes dans une société et que nous sommes un collectif. Et si notre société connaît un déficit important d'un rapport sociologique à sa réalité, il ne faut pas croire que rechercher le bien-être à travers votre personne, à travers vous seul, individuellement, de manière individualiste, à travers des coches personnelles, ne croyez pas que vous allez trouver le bonheur de cette façon-là. C'est un tout. Il faut vous occuper de la société. Il faut vous préoccuper de la société. Il faut que vous soyez des citoyens, des personnes responsables de l'ensemble du groupe. Il ne faut plus, à mon avis, que nous continuions à entretenir ces illusions-là. Parce que après nous le déluge, c'est cela que ça signifie quand nous avons ces postures-là. Or, si nous mettons des enfants au monde, si nous continuons à penser à la société de demain, qui est menacée par ces postures-là que nous entretenons, de nous occuper que de nous-mêmes, de notre petit bien-être personnel, de façon tout à fait nombriliste, eh bien, nous sommes les premiers à mettre en danger notre société. Donc, je vous demande de vous rappeler que la société, l'étude de la société se fait par la sociologie, qu'elle a associé à cette connaissance la psychologie, la philosophie que vous n'avez pas enseignée, qui ne s'enseigne pas dans notre université, et on vous fait croire donc la solution à vos problèmes se trouve dans des rapports, dans des recherches absolument individualisantes de solutions. Donc faites bien attention à ça et je vous réitère mes vœux de très heureuses années. Et puis que nos réflexions nous portent toujours plus loin dans la façon que nous avons de nous comprendre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le très grand plaisir d'accueillir une jeune femme qui va vraiment nous mettre les pensées, nous chambouler dans la façon que nous avons peut-être de très conformiste, mais aussi très lâche, très hypocrite, très peu proche de notre être profond. Cette façon que nous avons de parler de choses qui sont essentielles pour nous, eh bien, mon invitée aujourd'hui qui s'appelle Emma Ndoye Essono, de son nom d'auteur, mais qui est aussi Katie Nestor de son nom, on va dire de son nom de citoyenne lambda, eh bien, elle nous parle d'un livre qui s'appelle S'aimer,
Confidence intime d'une afro-consciente. Peut-être qu'on peut voir la couverture. Voilà. S'aimer. Confidence intime d'une afro-consciente. Je trouvais très important de commencer l'année avec Emma ou Katie pour nous parler de choses qui ont un rapport fondamental à notre existence du groupe, qui est un groupe menacé. Je parlais d'une société menacée, mais nous sommes dans un groupe menacé parce que nous n'avons pas seulement servi de main-d'œuvre, nous servons de main-d'œuvre pour enrichir ceux qui ont jeté nos ancêtres en esclavage, mais nous servons aussi de main-d'œuvre pour maintenir les autres dans un rapport à soi positif, plus enrichissant, plus performant, plus tout ce que vous voulez. Et à mesure que nous adoptons et pratiquons ces manières d'être et de faire et de nous vendre aussi, eh bien nous appauvrissons notre groupe pour enrichir l'autre qui n'a jamais perdu de vue, qu'il refuse de nous accorder le droit d'être des hommes comme les autres. Donc je vous demande d'écouter ce qu'Emma a à vous dire et j'aurais aimé que vous ayez envie d'entrer dans son récit parce que je pense qu'elle nous dira ce que c'est, qu'elle va nous le définir. Emma, voilà, vous allez nous définir ce que vous avez écrit. Bonsoir d'abord, ou bonjour. Oui, bonjour Juliette. Alors tout d'abord, merci de m'accueillir dans votre émission. Je suis vraiment touchée d'être là ici en Martinique à vos côtés. Alors pour parler donc de mon ouvrage, donc il s'agit d'un récit autobiographique qui aborde en fait différents moments de ma vie, donc de l'enfance à l'âge adulte. J'ai bien aimé ce que vous avez dit au départ en disant qu'effectivement il y avait un peu une tendance individualiste, alors qu'on peut voir notamment à travers les coachs, le développement personnel, enfin voilà, toutes ces pratiques effectivement qui visent à se centrer sur soi, à être un peu nombriliste, et du coup perdre de vue le sens commun, la dimension groupale. Et c'est vrai que ce livre, si je peux dire ça comme ça, pour moi, il symbolise aussi l'équilibre. C'est-à-dire qu'il est, ça a été une démarche totalement personnelle et individuelle. C'est vrai qu'il est né pour moi d'un besoin, je dirais, de mettre des mots sur ce qui était un peu délicat, douloureux, des choses difficiles que j'ai pu vivre dans ma vie. Et sur lesquels j'avais peut-être pas forcément non plus l'habitude de me tourner parce que c'était tabou dans ma famille. Puis je pense qu'aussi au sein de notre groupe, c'est souvent, je pense, des questions qu'on n'ose pas forcément aborder, et en tout cas du moins, je pense, de la manière dont je les ai abordées. Et tout en écrivant aussi, j'ai pris conscience que effectivement, j'avais aussi une part de responsabilité à jouer, comme vous l'avez dit, et que écrire, c'était pas juste pour satisfaire ma propre personne, mon propre besoin, je dirais, de me soulager, de me penser, mais qu'il y avait aussi, je pense, quelque chose de plus grand, ce que j'appelle une mission de vie, du coup, c'était important pour moi en tout cas d'écrire aussi pour les miens. Alors souvent je parle d'écrire pour ma famille. Alors quand je parle de famille, on peut l'entendre au sens premier, donc ma famille nucléaire, mes proches avec qui j'ai des liens de sang, mais aussi on peut l'entendre au sens élargi. Et donc, je dirais... de votre communauté d'appartenance. Voilà, exactement. Et vous parlez souvent de votre groupe d'appartenance. Exactement. Ce qui est, j'allais dire, pratiquement une exclusivité parce que, en général, dans nos cultures, nous avons développé, parce que c'est, on dira, c'est ce qui est promu dans nos sociétés, c'est être au service des autres, du métissage, de l'ouverture, de la dilution, etc. Et pour moi, vous êtes essentiel dans ce que vous nous dites dans cet ouvrage parce que justement, vous nous rappelez que nous sommes précieux. Et vous avez une démarche d'amour de soi, et sans cet amour immense que vous portez à votre peuple qui est malmené, maltraité, qui vit dans une atmosphère de négrophobie permanente, sans cet amour-là, malgré tous les coups que vous recevez de votre communauté, vous ne l'avez pas abandonné. Vous ne vous êtes pas dit, je vais laisser cette communauté-là ou ces nègres-là parce que ça ne marche pas, c'est pas bon, les autres sont meilleurs. Et ça, c'est pour moi une preuve d'amour immense à votre communauté. Et c'est bien pour moi de commencer cette année par une émission qui rappelle aux nôtres
que quels que soient les problèmes que nous vivons, qui sont des problèmes de groupe, c'est dans le groupe et par le groupe que nous devons les résoudre et non aller se mettre, se marier, se diluer dans toutes les autres communautés au nom du fait que la nôtre n'est pas bonne. Ce que font les autres communautés, c'est justement de soigner le lien et de trouver des solutions en leur sein. En nous, de par l'idéologie de la dilution, de la domination terrible sous laquelle nous sommes, eh bien, nous avons, le premier réflexe que nous avons, première embûche, premier obstacle, premier problème, hop, nous fuyons dans le groupe dans les autres et nous cherchons dans le groupe des autres qui ne nous donnent jamais la place que nous croyons que nous avons. Et donc, nous sommes toujours quelque part dans l'entretien, dans la culture d'une forme de citoyenneté, de relation à soi, de seconde zone, de catégorie, de basse catégorie, de gens d'en bas qu'on n'arrête pas de piétiner. Et pourtant, on a l'impression que il nous satisfait de vivre dans ce piétinement permanent. Donc, vous avez dit que c'était un récit de vie, un récit autobiographique. C'est vrai, c'est un récit autobiographique, mais qui nous verse dans quelque chose de bien plus. Vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de linéaire. Je suis née, j'ai fait, j'ai dit, voilà ma grand-mère, mon grand-père. Il y a une réflexion très très profonde sur ce que c'est que la vie finalement pour des gens de notre communauté. Comment finalement trouver le bonheur. Et vous arrivez, donc vous nous direz à la fin, s'aimer, c'est votre conclusion et c'est celui du titre de votre ouvrage. S'aimer signifiera que s'aimer, ça va être aussi une projection sur les autres qui sont les nôtres. Vous parlez de famille, oui, famille au sens de communauté, de groupe, d'appartenance. Et s'aimer, ça veut dire, donc ça voudrait dire, avec un i en rouge, ça voudrait dire que on ouvre la porte à l'autre comme on l'ouvre à soi, parce qu'on se reconnaît le droit d'être aimé et le droit de vivre finalement en harmonie avec eh bien quelque chose qu'on aura défini soi-même. Et sans être le serviteur de tous les autres ou bien l'objet, la femme objet comme vous allez aussi l'expliquer après, mais aussi l'objet du désir des autres qui n'ont pour nous que la perspective extrêmement réduite d'être des personnes à leur service. Hein? Donc, est-ce que vous voulez bien rappeler aux téléspectateurs un petit peu qui vous êtes, sans, voilà, juste dire votre domaine d'exercice. Alors donc moi Emmanuelle Douessonneau, pour me situer je suis née en France et je vis en France actuellement. Je suis d'origine guadeloupéenne de par ma mère et d'origine camerounaise de par mon père. Dans mon activité, je fais du conseil en formation, j'anime des formations, donc on va dire que j'ai plutôt une formation dans les sciences humaines, sciences de l'éducation. Donc ça fait des années que je fais ça, et c'est vrai que franchement, si on m'avait dit un jour que j'aurais écrit un livre, honnêtement, je n'y aurais pas cru. Alors c'est vrai que c'était une activité que j'aimais faire quand j'étais petite, mais qui n'a jamais été vraiment valorisée, ni par ma famille, ni par le système scolaire. Donc je pensais pas forcément avoir de faculté, je dirais, à écrire. Et j'ai eu une expérience avec un jeune homme afrodescendant, parce que j'ai eu aussi un parcours dans le militantisme, voilà, donc un jeune homme qui avait aussi la casquette de militant. Et donc pour moi, ça a été une expérience en fait à la fois très difficile, très destructrice, mais aussi très révélatrice aussi de finalement ma condition de femme afrodescendante et de nos relations entre afrodescendants, tout simplement parce que je me suis rendu compte et du coup dans cette relation je me suis rendu compte qu'effectivement finalement l'amour il était à travailler, c'est-à-dire l'amour que moi-même je pouvais me porter sur ma personne, l'amour que je pouvais porter à ces hommes, il n'était pas forcément optimal. Et pourtant, j'avais des convictions, je pense,
très tourné vers l'émancipation, vers l'autodétermination des nôtres. Les questions autour de la négrophobie, c'était quand même des choses qui nous alimentaient quand même tous les jours. Et malgré cela, j'ai fait le constat en fait dans cette relation que je vivais avec un paradoxe, c'est que je pouvais effectivement porter ces convictions très hautes. Je pouvais aimer des hommes afrodescendants et pourtant, malgré moi, j'étais imprégnée du discours négrophobe de la société et puis aussi plus précisément du discours que ma famille aussi avait absorbé vis-à-vis des hommes. Voilà. Et donc du coup, cette séparation a fait que, pour moi, ça a été une très grande souffrance. C'est quelque chose du coup que j'ai vécu violemment parce que je pense que, je me disais que peut-être qu'avec, on va dire, des hommes afrodescendants lambda, si je peux dire ça comme ça, c'était peut-être normal, peut-être de vivre certaines difficultés avec un homme qui a priori était engagé, était conscient, avait certaines convictions. Ça a été vraiment une douche froide, si je veux dire ça comme ça, de vivre une telle déception. Et donc du coup, c'est vrai que c'est des choses que moi j'ai observées dans ma famille. Là, vous parlez d'un homme que vous avez beaucoup aimé. Exactement. Et qui vous a beaucoup déçu. Exactement. Déchiré, blessé. Exactement. Et qui vous a peut-être poussé à aller, à vous interroger sur pourquoi Exactement. Vos échecs dans vos relations avec ceux que vous appelez les afrodescendants, pour que nos téléspectateurs comprennent. Vous ne dites pas noir et vous expliquez pourquoi vous ne voulez pas utiliser le terme noir. Alors effectivement, donc le terme noir, alors j'ai pu le dire dans le passé, comme beaucoup d'entre nous, et des fois pour qu'on se comprenne entre nous, je peux l'utiliser. Mais c'est vrai que d'une manière générale, je me force quand même à ne pas l'employer parce que comme vous l'avez exposé tout à l'heure, nous sommes quand même dans un contexte de domination raciale où le terme noir, du coup, est un terme qui renvoie à l'infériorité. L'esclavage étant passé par là, la colonisation aussi, le système colonial et la domination occidentale ont fait du noir un être objectisé, un être inférieur. Et du coup, à mon sens, à partir du moment où nous désignons systématiquement comme noir, finalement, on intériorise, à mon sens, cette infériorité-là, et aussi, nous nous limitons juste à une couleur. Or, comme vous l'avez dit, nous sommes des êtres humains, a priori, à part entière, et à mon sens... Pas aux yeux de tout le monde, mais nous le sommes quand même. En tout cas, de ma fenêtre, nous le sommes. Et du coup, parler d'afrodescendance ou d'afro d'une manière générale, pour moi, c'est nous resituer dans le monde, c'est nous réapproprier justement notre humanité, ne pas justement être centré juste sur une couleur, mais aussi nous inscrire dans une histoire, dans un espace-temps, dans une géographie, et aussi dans une culture, et du coup aussi utiliser, à mon sens, ce préfixe afro, c'est aussi finalement avoir une vision panafricaine. On parle d'afro-descendants ou d'afro-caribéens, d'afro-brésiliens, d'afro-américains, et du coup, pour moi, c'est effectivement ça, nous inscrire dans une culture, dans un espace-temps, dans une histoire qui nous lie tous, et donc du coup qui nous donne de l'humanité. Lorsque je suis noire, on s'arrête juste à mon apparence. À une surface. Mais vous êtes un bel exemple aussi de, quels que soient les problèmes qu'il y a eu, de ces ponts qui existent entre le continent mère, l'Afrique, et les déportations, ceux qui ont survécu, des déportations violentes qui ont eu lieu pendant la traite négrière et l'esclavage. Et vous êtes un enfant, donc, afro-caribéen au vrai sens du terme, entre l'Afrique et la Caraïbe. Voilà. Donc, vous n'utilisez pas, vous faites aussi un travail sur les concepts. C'est pour ça que je dis que c'est pas un récit de vie, on va dire classique. C'est quelque chose qui est très très dense. Votre pensée est très dense et a réfléchi. Vous avez réfléchi. Vous avez un regard très aigu, très en même temps qui reste serein,
mais qui est ancrée. C'est magnifique de sentir que la place que vous avez, que votre peuple a dans votre imaginaire est très puissante. Et que vous avez passé votre vie à être secoué par des tempêtes, des cyclones, des ouragans qui ont essayé de vous déchouquer, de vous déraciner. Et quelque chose a survécu qui a empêché ce déchocage et qui fait que aujourd'hui, dans votre dernier chapitre, vous rêvez de ce que vous appelez l'amour sacré. L'union profonde et sacrée. L'amour profond et sacré qui est l'union profonde et sacrée entre afro. Et malgré tout cela, vous avez vécu votre vie en France, etc. Et vous avez été sans arrêt en quête de vous, à travers votre communauté, de vous-même, de qui vous êtes, de d'où vous venez, de pourquoi vous êtes là. Et de peut-être aussi, pourquoi vous n'êtes pas digne d'amour? Pourquoi le monde vous traite comme si vous n'étiez pas digne d'amour? Oui. Alors, c'est l'écriture qui m'a effectivement permis aussi d'interroger tout ça et effectivement de mettre des mots sur cette réalité. Voilà, enfin en tout cas, ce que j'ai cru percevoir, c'est-à-dire que j'étais pas effectivement digne d'amour et du coup que moi mais votre communauté, mais voilà, oui et effectivement la société négrophobe, c'est à votre société qu'elle refuse exactement cet amour. Exactement. Mais du coup pour mieux le comprendre, parce que comme je vous le disais, je viens pas de nulle part, effectivement je venais d'un groupe militant, donc j'avais quand même conscience de la négrophobie et des conséquences donc sur notre groupe, donc j'avais effectivement bien conscience que, comme je vous l'ai dit, que notre groupe on leur a retiré leur humanité et jusqu'à présent notre groupe on se bat pour en tout cas la faire valoir. Donc ça, j'en avais bien conscience. En revanche, ce que je ne mesurais pas, c'est que effectivement à quel point l'impact de cette négrophobie, l'impact de ce discours, de ces pratiques négrophobes en France, parce que moi je vis en France, mais bon, on peut l'observer malheureusement ailleurs. Bien sûr. Ça a eu de réelles conséquences dans ma construction en tant que petite fille, jeune fille et femme. Voilà. Donc notamment, je dirais dans ma construction individuelle, mais aussi en interaction avec mon groupe et avec notamment les hommes de ma communauté. Voilà. Et donc pour revenir à cette expérience, c'est cette expérience chaotique, douloureuse, difficile finalement, qui m'a aussi secouée, mais en même temps fait prendre conscience justement de ma situation et prendre conscience aussi que ce contexte négrophobe dans lequel j'ai baigné et je continue aujourd'hui à vivre finalement avait conditionné ma perception de moi-même, et donc du coup la manière dont j'étais en relation avec les autres avait aussi conditionné le regard que ma famille portait sur moi. Et donc du coup, quand je parle d'amour, de désamour, de cette prise de conscience finalement de désamour de moi-même, c'est aussi prendre conscience que la gangrène, c'est déjà au sein de ma famille qu'elle a germé. Oui. Alors, et la famille n'est pas en dehors de la société. Exactement. Donc elle est un réceptacle de tous ces préjugés. Exactement. Et vous le dites, ce qui est intéressant, c'est que vous traduisez cette réalité, j'allais presque dire, vous l'illustrez. À chacune des étapes que vous franchissez, vous l'illustrez par des faits. Oui. Et donc, la négrophobie, elle commence dans la famille, avec votre père, avec des parents, des femmes, dans notre société potomitan, qui sont potomitans, et qui ont, ce qui m'a paru très très important, puisque on a une grosse réflexion comme ça aussi dans cette société, sur les relations hommes-femmes. Pourquoi est-ce qu'elles sont si difficiles entre noirs? Alors les gens ne vont pas dire entre noirs, disons entre afrodescendants, entre personnes de notre communauté. Et c'est vrai, donc vous l'expliquez très bien, on va y venir, le blanc est toujours là pour nous ramasser, bonifier ce que nous faisons de mal et permettre qu'enfin nous existions. Et donc je trouve tout ce que votre réflexion entraîne
comme autre réflexion, absolument capitale pour une réflexion sur la relation intra-groupe, entre nous, ce que vous appelez votre groupe d'appartenance, et qui est un mot, qui est une expression de psychologie sociale, qui est très important. Ça veut dire, je sais que j'appartiens à un groupe, je ne suis pas un métis, sauf si je décide que je suis un groupe, sauf si je décide que métis c'est un groupe, mais théoriquement un métis c'est constitué par deux groupes. Donc comment je me positionne, et c'est pour cela que parler d'afrodescendants ou d'un groupe de culture confère une identité à celui qui considère qu'il est un métis. Or, la société a divisé ces populations en faisant un groupe spécifique, mais qui n'a ni devant ni derrière, comme j'ai l'habitude de le dire, parce qu'un métis n'a pas d'existence culturelle propre. Il parle quelle langue, il écrit, il fait quoi, il voit le monde comment, sous quels yeux. C'est quoi cette entité qu'on a inventée pour créer, soi-disant au-dessus du nègre, un être supérieur qui lui aussi en prend plein la gueule, quand le dominant décide qu'il faut lui botter les fesses. À un moment ou à un autre, il sort de son métissage pour devenir un nègre comme les autres qu'on traite comme des animaux. Donc c'est très particulier. Et de faire réfléchir à tout ça, à votre façon, c'est très très important, parce que ce sont des expériences propres, mais aussi, donc on va parler de votre sphère métisse, et on va voir comment, justement, les nôtres sont dans tout ce qu'ils font, même dans ce qu'ils appellent l'amour, les relations de mariage, qui seraient la consécration d'une entente parfaite entre blancs et noirs, on va voir au fond que là aussi le noir est un domestique, un serviteur, qui ne donne aucune place à sa culture, aucune place à son existence propre. Ça, c'est important que les gens le comprennent. Puisqu'on vous dit, mais ils sont mariés, c'est l'amour. Et on va voir que dans cette histoire d'amour, justement, il y en a très peu. Il y a beaucoup d'asservissement, mais il y a très peu d'amour. Je sais, chers amis, que vous allez avoir du mal à entendre ce discours, mais on va vous le dire, parce qu'il faut que nous allions dans ces réalités-là, qui sont celles qui, justement, dilapident le capital humain que nous sommes. Il n'y a pas de raison, vous qui êtes très croyants, que vous ayez en vue que Dieu a créé des groupes différents là où ils sont, et que vous conceviez que le seul sort, la seule destinée qui devrait être la vôtre, c'est de la dilution, la disparition, parce que l'autre est meilleur. C'est lui qui vous a mis en esclavage, c'est lui qui vous a servi, c'est lui qui vous refuse votre humanité, c'est lui qui garde encore le code noir non abrogé, c'est lui ci, c'est lui ça. Et vous êtes en train de dire de manière très paradoxale dans vos rapports à ce groupe, qui est extérieur à vous, donc qui est dans une culture hétéronome. Vous êtes en train de dire dans tous vos délires que c'est celui-là qui vous vaut du bien. Et cela vous permet justement d'écraser les vôtres, d'écraser et de ne pas les faire exister. Et c'est pour cela que nous n'évoluons pas, parce que nous cherchons des solutions chez l'autre, qui est soi-disant notre bienfaiteur, et nous nous laissons dans notre crasse, dans notre misère. Eh bien, ce qu'essaye de faire Emma, Katie, dans cet ouvrage, c'est de dire, eh bien non, je veux comprendre pourquoi je n'arrive pas à vivre avec un homme de ma communauté, à être aimé par un homme de ma communauté, à faire en sorte que nous fassions le chemin que nous avons à faire ensemble dans l'amour et la sérénité et le respect. Qu'est-ce que c'est que ces sortes de complications qu'on nous a mis dans la tête et qui font que l'homme noir, dont nous nous méfions de manière absolument, j'allais dire presque, comment on dit ça lorsque c'est inexplicable? Viscérale. Oui, de manière très, très étonnante. Irrationnelle. Irrationnelle, voilà. Nous sommes dans quelque chose du rejet. Mais nous allons voir que ce sont les femmes qui ont développé d'abord cette attitude pour un tas de raisons, mais que nos hommes aussi l'adoptent, puisque aujourd'hui, ce qui est le summum de leur réussite et de leur épanouissement, de leur bonheur, de leur
d'une destinée toute neuve et propre et jolie et blanche. Eh bien, c'est la femme blanche, en effet. Donc, il y a à réfléchir sur ce qui nous est arrivé, sur ce qui nous arrive, et en entrant dans le récit de Kitty, je vous rappelle qu'elle l'a défini comme un récit autobiographique. Vous allez comprendre qu'il n'y a ni racisme, ni haine, ni violence contre l'autre. Elle vit les violences qu'on lui fait sans développer une haine. Et ça, c'est propre à notre communauté aussi, de ne pas rendre coup pour coup dans ce qui est la bêtise et la méchanceté. Ça ne nous vient pas. Pour un tas de raisons. On va dire qu'on est des grands couillons, peut-être. Mais il y a peut-être d'autres raisons plus spirituelles qui font que on ne rend pas dans ce domaine-là coup pour coup. On ne rend pas la bêtise par la bêtise, la méchanceté par la méchanceté. Donc voilà, je vais entrer dans votre texte tout doucement avec vous. Nous avons 1 heure pour le faire. Donc je rappelle, chers amis, que je reçois Kitty Nestor dans son nom de citoyen lambda, et son nom d'auteur, c'est Eman Doé Essono, qui est donc son nom, le nom de son père camerounais. Et elle est fille d'une femme guadeloupéenne, donc elle est le produit d'un couple afro-caribéen, afro-caribéen. 2 fois afro, ok? Donc ce récit de vie, vous expliquez, Emma, dans deux endroits différents que j'ai notés. Voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre. Il m'est apparu l'idée, poursuivant dans cette logique d'équilibre, puisque vous expliquez tout au début votre quête de l'âme sœur, d'un homme qui vous poserait, parce que vous êtes torturé intérieurement. Vous êtes dans une quête sans fin de comprendre pourquoi vous n'avez pas droit au bonheur. Mais dans votre travail introspectif, vous allez trouver les raisons. Et c'est ça qui est important. Donc, au-delà du fait que vous cherchez, que vous expliquez, sans haine, je vous répète, n'allez pas courir dire que oui, elle est raciste. Il n'y a que ça nous a mis à la bouche sans comprendre pourquoi on n'a pas le droit d'aimer quelqu'un de sa propre communauté. Aujourd'hui, chaque fois que ce mot-là est sorti, on est taxé de raciste, on est rendu totalement, on est tétanisé par la peur d'être taxé de raciste. Eh bien, mes amis, parfois, il faudra accepter d'entrer, d'assumer cette je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, quand on vous dira que vous êtes raciste parce que vous parlez de votre désir d'être dans l'entre-soi, avec des gens qui vous comprennent culturellement, qui vous respectent et qui sont peut-être le reflet de ce que vous êtes. Comment s'aimer si on n'aime pas les siens? C'est ça la problématique que pose Kitty. Comment être aimé d'un homme de ma communauté si moi-même je ne m'aime pas? Et quelles sont les raisons qui font que je ne m'aime pas? Voilà dans quoi elle nous amène. C'est très très complexe. C'est un petit ouvrage, mais qui aborde les choses de manière absolument apaisée, dans une volonté absolument claire de comprendre. Donc vous dites pourquoi vous avez écrit ce livre. Ok? À la page 12, les objectifs de ma démarche sont mieux identifier les mécanismes qui m'ont amené à reproduire des schémas relationnels déséquilibrés avec les hommes et particulièrement avec les afrodescendants. Avec tous les hommes de votre vie, afrodescendants ou africains, non, il n'y a pas eu d'Africains, afrodescendants. Mon père est africain, mais... C'est ça, mais vous l'avez, c'est une rencontre ratée, un peu ratée, qui vous a fait beaucoup souffrir. Avec tous les hommes afrodescendants, vous avez reproduit des schémas que vous analysez à la fin du livre, qu'on va évoquer pour nos téléspectateurs. Désapprendre la colère, la rancœur, la tristesse pour soulager mon passé, partager mon vécu, et ça c'est important, afin d'en dégager des réflexions et analyses sur nos situations d'afrodescendants. Le souci des autres vous-même, le souci des membres de votre groupe d'appartenance, de votre communauté.
est toujours présent dans vos analyses. C'est très rare, Katie, je vous le dis, et c'est pour cela que ce livre m'a beaucoup parlé. Donc, aujourd'hui, vous dites que vous avez suivi, donc les raisons qui vous ont guidé sont celles-là, et que vous vous sentez une femme apaisée, prête à vous unir de manière profonde et sacrée avec un homme de votre communauté. Maintenant, à la page 23, je vois que vous dites aussi une raison qui vous a poussé à écrire ce livre. Elle est un peu peut-être différente. Je percevais donc intérieurement non seulement que le besoin de gagner en sérénité devenait criant, après beaucoup de souffrance, mais aussi qu'il y avait une dimension encore plus grande qui me dépassait. J'entendais une petite voix familière que je décidais finalement, pour la première fois, d'accueillir. Celle-ci m'ordonnait de ne pas sombrer dans la rancœur et la vengeance, mais plutôt de me tourner vers l'amour de soi, des hommes afro, de la vie. La vision d'écrire m'est ensuite venue dans la foulée. D'accord ? Donc, vous dites pourquoi vous avez eu envie d'écrire. Exactement. Alors donc tout ce que vous dites, c'est un peu ce que j'ai commencé à exposer tout à l'heure, mais c'est vraiment cette démarche-là, c'est-à-dire que alors, oui, il se trouve que j'ai rencontré des difficultés, plusieurs avec les hommes, mais qu'il y avait quelque chose effectivement que je savais, c'est que, et ça c'est vraiment une conviction que j'ai nourrie dans plein d'autres situations, c'est que lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un problème, je pense qu'il y a plusieurs acteurs et donc forcément des co-responsables, et que moi aussi j'avais aussi ma part de travail à faire pour essayer de comprendre aussi, trouver les réponses et comprendre qu'est-ce qui faisait que j'avais des difficultés, parce que c'est vrai que la facilité, c'est peut-être effectivement de fustiger l'autre, de dire que le problème ce sont nos hommes, et puis effectivement quand on va jusqu'au bout de cette comme le font beaucoup de nos femmes. Exactement. Et quand on va jusqu'au bout de ce raisonnement-là, effectivement c'est d'aller voir d'autres. Et bon, pardon, je reviendrai sûrement dessus, mais c'est vrai que bon, moi j'ai aussi ma propre expérience, puisque j'ai une mère qui donc au départ était avec mon père d'origine africaine, et ensuite donc bon voilà, ils ont rencontré un écueil dans leur relation, et ensuite donc elle s'est mariée avec un homme blanc, enfin un Français de souche, on va dire, en parler, oui. Et blanc, et du coup je pense aussi que cet exemple-là, c'est-à-dire parce que c'est une situation que j'ai vue quand même plusieurs fois, donc cette situation-là de femmes qui à un moment donné font l'expérience d'une union avec un homme africain ou afrodescendant, ça ne fonctionne pas, et donc du coup elles vont se tourner vers l'homme blanc. C'est des modèles que moi du coup j'ai pas mal observé dans ma famille, que j'ai vécu, et qui n'ont pas forcément, en tout cas moi je les ai vécus de l'intérieur, qui n'ont pas forcément été pour moi quelque chose de structurant. Donc il y a toujours eu aussi, je pense, ce que j'appelle l'élan de vie aussi, une part de moi qui avait aussi envie de résister et de lutter contre ce modèle-là, parce en l'ayant vécu de l'intérieur, je savais que c'était pas la réponse, C'est-à-dire, ça n'est pas la réponse de sortir de votre communauté pour aller dans une autre sous prétexte que c'était mieux ailleurs. Exactement. Et surtout, du coup, sans analyser, comme vous le disiez, en groupe, avec soi-même et en groupe, pourquoi ça dysfonctionne. Exactement. Voilà. Et du coup, à mon sens, quand on n'analyse pas le dysfonctionnement, ce dysfonctionnement, il continue à perdurer. Voilà. Oui. Et on est dans une véritable guerre entre hommes et femmes noires, afrodescendants, et on considère, il faudra qu'on revienne un peu sur le concept de vieux-nègre que vous utilisez beaucoup, parce que vous dites, je n'ai pas rencontré le concept de vieux blanc dans mon parcours. Donc, exactement. Et c'est très caractéristique puisque tous les membres de votre communauté vont être avec des bons blancs, parce qu'ils ne veulent pas être avec des vieux nègres. Et ça, c'est vraiment, de manière très caricaturale, le schéma antillais, le schéma africain aujourd'hui. C'est très caractéristique. Ni l'homme noir d'ici ou d'Afrique n'est bon, mais aujourd'hui pour l'homme noir, ni la femme noire, ni la femme d'ici et d'ailleurs ne sont bonnes. Ce sont donc un groupe qui a perdu le sens de l'entre-soi, de l'appartenance, et qui a, on va dire, déporté son centre
dans celui d'un autre qui pourtant ne lui donne pas d'existence propre. C'est très caractéristique et on le verra à travers la façon dont votre mère va éduquer sa sœur, votre sœur qui est, entre guillemets, métisse. D'accord. Alors, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, donc voilà, juste pour rebondir, donc effectivement cette expression d'hygiénèque, donc c'est une expression qu'on entend couramment dans les Antilles francophones. Moi, donc qui est héritée de ma grand-mère, hein, donc c'est vrai qu'on voilà. Enfin, de nos sociétés coloniales. Créole, oui. Et donc moi, voilà, c'était ma grand-mère donc qui employait couramment cette expression. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose finalement, enfin c'est en écrivant encore une fois que je me suis rendu compte à quel point ces mots-là aussi avaient un impact dans la manière de regarder aussi nos hommes. C'est-à-dire que très tôt, je pense, du fait que le modèle aussi de la femme potomitan, donc cette femme très présente, très autoritaire, qui laisse très très peu de place à l'homme, fait que déjà, les hommes avaient une place très très faible, minime déjà chez moi, précaire dans ma famille. En plus, vient s'ajouter à ça le fait que dans mon histoire familiale, donc la mienne, mais aussi toutes les femmes de ma lignée, à chaque fois il y a des ruptures assez brutales, assez violentes. Les femmes partent, font leur petit bout de chemin avec leurs enfants. Ont tout le temps des propos très dénigrants, très dévalorisants vis-à-vis des hommes. Donc moi, mon père, il m'a jamais été présenté comme quelqu'un, je dirais, de fiable. Hein. Il avait tous les attributs négatifs, mais en tout cas, pas ceux d'un père. Et le premier attribut négatif, c'était c'était un vieil-nègre. Oui, mais d'être un Africain. Et d'être un Africain. Dans la culture coloniale dans laquelle nous baignons, son problème majeur, c'était d'être un Africain. Effectivement, le problème. Et le vieux-nègre, le problème majeur du vieux-nègre de nos colonies, Guadeloupe, Martinique, c'est d'être un noir. Exactement. Enfin, avec les guillemets, un afro-descendant, comme on accepte aujourd'hui de s'appeler, de le dire, quoi. Ok. Effectivement. Donc moi, du coup, c'est vrai que très tôt dans mon parcours, j'ai du coup fait cette association, c'est-à-dire que homme noir égale vieux-nègre. C'est-à-dire que même si c'était pas forcément quelque chose que je m'autorisais à mettre en mots, imaginaire d'enfant, parce que vous l'entendez enfant déjà. Exactement. Oui. Et donc du coup, effectivement, même si comme je disais, je pouvais être en relation avec des hommes afro, il y avait toujours quand même une partie de moi qui me disait que ces hommes-là n'étaient pas de valeur. Ces hommes-là n'allaient jamais me combler totalement. De l'autre côté, on le verra un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est aussi pour ça que je rejette certains vocables aujourd'hui, mais je pense que ma sœur, dans sa construction du fait, on va dire, de ses origines, d'avoir un père blanc et une mère noire, je vais le dire comme ça pour qu'on se comprenne, d'être identifiée comme issue d'un père blanc et d'une mère noire dans la société et dans ma famille, elle avait un certain statut et certains privilèges. Moi, dans ma famille, donc je suis la plus mélanisée. Je suis donc en plus originaire du Cameroun. Voilà, donc je connais pas bien ma famille camerounaise. Donc dans ma famille d'origine guadeloupéenne, je suis la seule à avoir des origines donc du continent. Et donc je suis la plus mélanisée aussi. Et la plus foncée, voilà. D'accord. Et donc du coup ça aussi, ça m'a conféré aussi une place particulière. Et donc associé aussi au contexte négrophobe qui nous nie notre humanité, qui nous dévalorise, qui nous dénigre. Moi, quand j'allumais ma télé, j'ai jamais vu de petite fille qui me ressemblait. On avait tout envie de ressembler à la poupée Barbie, parce que c'était ça la référence. Et c'est intéressant parce que vous parlez de cette projection de vous à travers ces créations des Blancs, aussi dans l'amour et la difficulté que vous avez de ne pas de voir que vos hommes ne vous prennent pas pour une princesse. Exactement. Donc cet imaginaire-là, on n'imagine pas le mal qu'il fait. Exactement. Parce qu'il ne permet à la petite fille noire, ni à la femme noire, ni à l'afro-descendant de manière générale ou à l'africain, de jamais advenir dans cet univers-là. Ni comme prince, ni comme princesse, ni
comme quelqu'un de valeureux, ni comme quelqu'un. Il est déjà un problème d'être un Africain. Exactement. C'est ce qu'on lui apprend. Exactement. Okay. Et donc moi, je me suis vécue déjà comme ça, donc dans la société française, donc à l'école, dans tous les espaces où je pouvais être, mais aussi à l'intérieur de ma famille. Parce que j'étais la fille donc d'un Camerounais, en plus d'un Camerounais qui s'occupait pas de sa progéniture. Mais dont on vous a privé aussi. Oui, et dont vous avez bien expliqué comment votre mère a tout fait, votre grand-mère surtout, ma grand-mère, a tout fait pour écarter, vous écarter de votre père, même s'il le faisait mal, mais il a cherché quand même à vous joindre, à vous avoir. Tout à fait. Et puis quand il y a eu cet afro gabonais, elle vous a dit que vous auriez dû être, c'est lui qui aurait dû s'appeler Bruno, je crois, c'est lui qui aurait dû être votre père. À la limite, on ne voulait pas de l'Africain brut, mais on voulait bien du métis africain. Exactement. Pourvu qu'il fût métis. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est ces paroles-là, et il faut que nos téléspectateurs les entendent très fort. Ce sont des paroles portées par la mère, par la femme, la grand-mère, surtout, qui conditionne sa fille, et sa fille qui ne va pas forcément reproduire le discours à l'identique, mais qui va le vivre. Exactement. Et qui va être dans ce que décline la mère, sa mère, verbalement, qui va le vivre concrètement dans sa chair et refuser à cet homme africain avec qui pourtant elle a eu des affinités, refuser même d'assumer un contact avec sa fille. Cette haine que vous mentionnez souvent, qu'on ne comprend pas. Si on ne comprend pas la violence de nos femmes quand les hommes ne sont pas au rendez-vous, si on ne prend pas en compte la force avec laquelle elles écartent les enfants de leurs parents pour mieux pouvoir dire que c'est un vinaigre et qu'il n'a pas de mérite, on ne comprend pas comment ce jeu-là s'est mis en place. C'est mis en place et ce que vous appelez les enjeux de cette situation. Exactement. Alors, pour aller du coup dans votre sens, donc effectivement, je le dis dans le livre, donc ma mère n'a pas du tout facilité la paternité de mon père, et en même temps, là, il y avait ce discours donc ambiant, négatif d'un père absent qui était immature, qui n'a jamais pris soin de sa fille. Et donc voilà, donc j'avais cette image-là qui planait et qui a continué finalement à alimenter mon imaginaire pendant X années. Et de l'autre côté, donc quelques années après, ma mère a rencontré mon beau-père. Et à la différence de mon père, lui tout de suite m'a été présenté justement comme mon père de substitution. Qui sera ton papa. Exactement, comme mon père de substitution. Voilà, c'était une évidence pour elle. Alors moi petite, effectivement, je pense que j'avais aussi cette quête, ce besoin d'avoir un papa. Donc c'est vrai que j'ai tout de suite aussi pris au sérieux ces mots. Vous avez vu la fonction. Mais elle a vu peut-être la fonction, mais beaucoup la race. Et ça, c'est ce sont des choses qu'il faut. On estime que le monsieur blanc a plus de la faculté d'être un papa que le nègre, le vieux nègre, qui lui serait le géniteur. Il y a un discours qui est absolument destructeur, qui force l'homme noir à être vu dans ce rôle de géniteur pour pouvoir le rejeter, et qui prend combien d'hommes blancs ont fait, nous dans nos sociétés-là, combien d'hommes blancs ont fait des enfants à nos négresses, puisque c'est comme ça qu'il faut en parler, ou à nos coulis, et puis les ont largués. Mais non, ça ne compte pas. Désormais, l'homme blanc, c'est le sauveur, c'est le papa. C'est le papa, c'est le seul qui puisse remplir cette fonction dignement. Et pourtant, qu'est-ce que vous nous racontez sur ce papa blanc, ce beau-père blanc? Alors voilà, donc ce beau-père blanc, donc qui a eu énormément de mal à m'investir. Alors bon, dans un premier temps déjà, il à m'accepter en tant que, on va dire, père ou on va dire père, figure paternelle, voilà. Tout simplement parce que j'étais noire. Donc je pense qu'il avait du mal à se projeter. Alors déjà,
on va dire il n'avait pas d'enfant lorsqu'il a rencontré ma mère. Donc je pense qu'il y avait déjà cette difficulté, je pense, d'occuper tout de suite au pied levé des fonctions parentales. Mais sa réelle difficulté a été de les occuper avec une enfant noire. Alors ça, c'est le tabou ultime. Avant que n'arrive la métisse. Mais en tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai toujours ressenti dans ma chair, parce que effectivement, petite, je le voyais très bien. Il était très peu démonstratif. Il y avait très très peu de moments d'affection, de tendresse. Ou quand il y en avait, c'était vraiment très très mécanique. Et même, je pense que c'était même moi qui les sollicitais. Du coup, vous l'expliquez comme ça. Voilà. Parce que, effectivement, n'ayant pas connu de père dans ma vie, je pense que j'avais aussi cette quête, cette recherche d'avoir de l'affection d'un père, d'un homme. C'était la fonction de père que vous avez. Et donc, du coup, lui était en incapacité totale, en fait, de répondre à ce besoin-là. Et puis, alors pareil, ce que j'évoque aussi, c'est que lorsque j'ai commencé un peu à m'intéresser à la lecture, donc notamment à l'école. Donc lui, ayant fait des études, donc il a grandi dans une famille. Et vous forçait à lire. Où il y avait le culte des écrits, des études, et il me forçait à lire, mais du coup des livres qui, forcément, dans son imaginaire à lui, devait vous intéresser. Et devait m'intéresser, exactement. Mais du coup, moi, ça m'a plutôt, Alors, vous avez parlé d'imaginaire raciste et colonial, comme La Case de l'Oncle Tom. Exactement, La Case de l'Oncle Tom et Vendredi ou La Vie sauvage. Voilà, donc pour moi, des livres qui me renvoyaient finalement directement au statut de sauvage, de primitif, comme ils aiment le dire, du noir. Et donc forcément, comme je le dis, c'est pas forcément les livres qui m'ont tout de suite invité à aimer la littérature et l'écriture, mais aussi qui m'ont aussi tout de suite donné une vision très négative de moi-même, n'ayant très peu eu d'images déjà valorisantes. Oui, dans la case de l'Oncle Tom, oui, bien sûr. Voilà, donc ça a été aussi une douce violence, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que de manière inconsciente, il vous livrait ce que son inconscient ne pouvait pas verbaliser, dire, mais il vous le montrait à travers les choix qu'il opérait. D'abord dans son attitude assez rigide, difficulté de s'épancher, de vous montrer qu'il vous aimait comme on aime un enfant, et puis de vous dire, voilà, il faut que tu lises, il faut que tu fasses ça, mais dans la projection coloniale. Exactement. Voilà ce qui est bon pour toi comme livre. Voilà. Donc vous l'expliquez très bien dans les pages 40. L'arrivée de mon beau-père dans ma vie, donc vous voyez, elle explique très 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 sereinement, mais elle termine cette partie-là en disant: cette expérience de vie me fit aussi comprendre implicitement, en dépit du discours dominant, que la perfection n'était pas blanche. Voilà, donc très jeune, vous faites déjà l'expérience. D'ailleurs, vous allez quitter le foyer familial. Vous faites l'expérience que il y a ce que vous appelez une négrophobie d'État, à la page 17. Il y a une négrophobie d'État, c'est-à-dire que le racisme est partout. Vous le sentez, vous, petite fille, vous le sentez dans l'air que vous respirez, dans les regards, dans la façon d'être. Vous le vivez par tous les pores de votre corps. Oui, tout à fait. Ce racisme est là. Alors oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que avec donc ce beau-père, donc nous avons été amenés, ma mère et moi aussi, à pas mal bouger aussi, déménager dans différentes régions de France. Alors c'est vrai que je suis née, j'ai grandi à Paris, mais j'ai aussi été amenée à vivre en province. Et donc, avec eux? Avec eux, oui, voilà. Et donc du coup aussi à me vivre vraiment totalement minoritaire, toujours. Donc je le dis, à l'école, au supermarché, dans mon immeuble, voilà. Et donc du coup effectivement ce regard-là blanc, c'est-à-dire ce regard négrophobe, c'est un regard qui m'a vraiment persécutée depuis toute petite. C'est-à-dire que depuis toute petite, je me suis toujours vue effectivement comme un objet. Alors, un objet ou des cheveux, une peau, mais jamais comme un être humain. Oui, vous parlez de pourquoi tu es jolie, mais c'est dommage que tu sois noire.
je peux toucher tes cheveux, c'est marrant, pourquoi tu es noir? Ça, c'est, mais de manière générale. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi dans ce contexte-là que s'est exprimée aussi la paternité de mon beau-père, et donc du coup, ces pratiques aussi, aléatoires et négrophobes vis-à-vis de moi. Voilà. Et donc effectivement, alors l'élément, à mon sens, révélateur. Alors tout ce que je dis là, c'est des choses que j'ai écrites, mais il a fallu que j'attende mes 36 ans pour pouvoir effectivement les mettre en mots et m'autoriser à les penser. Je les avais toujours intériorisées dans ma chair, mais jamais vraiment verbalisées. Et puis effectivement, donc l'élément qui m'a aussi fait prendre conscience finalement d'un statut particulier, parce que j'étais noire et qui plus est d'origine africaine, qui plus est foncée de peau, c'est l'arrivée de ma petite sœur, voilà. Où là, j'ai vraiment vu effectivement une différence. Alors vous appelez ça une métisse dans la famille. Voilà. Parlez-nous. Alors effectivement, donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'essaye de ne pas utiliser tous ces vocables, mais là c'est important pour moi de parler en termes de noir, de métis, pour justement souligner à quel point ce regard colonial a vraiment conditionné nos pratiques dans nos familles, la manière de percevoir nos sentiments. C'est quoi la réalité d'un sentiment quand il est défini par le fait que c'est parce qu'elle est claire qu'elle est aimable et on va l'aimer plus. Enfin, nous avons ça au quotidien dans nos familles. On va aimer plus celui ou celle qui est clair de peau, qui a les cheveux ci, ça, moins que l'autre qui a les cheveux crépus ou la peau plus foncée. C'est quoi cette forme d'amour-là? Et puis, c'est quoi cette forme de détestation-là? C'est, voilà des choses à interroger, chers amis. C'est ça. Comment allez-vous soutenir à la face du monde que vous aimez quand la raison pour laquelle vous aimez n'est que de surface, une surface de peau, une couleur de peau, une texture de cheveux, et vous allez dire que vous aimez comme votre tonton l'a fait. Vous allez découvrir toute son hypocrisie, lui qui est très timoré avec vous, et comment devant cette petite fille métisse, il est plus que du chocolat fondu. Alors effectivement, donc l'arrivée de ma sœur a révélé tout ça, comme vous disiez, cette hypocrisie, ou en tout cas cet attrait, on va dire, pour aliénation aussi, simplement. Oui. Alors, il y a déjà mon beau-père, effectivement, qui clairement, lorsque ma sœur est arrivée, l'a vraiment considérée du coup comme sa fille, et du coup a été vraiment aimant et traité autrement avec elle. Et donc, du coup, ma sœur aussi, ça lui a conféré du coup une place particulière. Alors, au-delà d'être la dernière, du coup, elle était beaucoup plus choyée, beaucoup plus protégée. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ce que je dis, c'est qu'aussi, à mon sens, alors peut-être de manière consciente ou inconsciente, je ne sais pas, j'ouvre la porte, enfin voilà, le débat, je ne sais pas. Mais à mon sens, elle a été éduquée d'une manière à ce qu'on l'écarte de son appartenance afrodescendante. Voilà. Ma mère et ma grand-mère, par exemple, ne lui parlaient jamais en créole. Elle connaît très très peu les Caraïbes dans leur ensemble, ni la culture, ni l'histoire. Concernant la famille, elle venait très très peu en fait aux réunions de famille. Donc c'est bien que voilà, il y a plein de membres, les nouvelles générations, toutes les nouvelles naissances. Il y a plein de membres de la famille qu'elle ne connaît pas. Et elle cherche pas non plus finalement à les rencontrer. Oui. On n'a pas fait exister cette famille non blanche à ses yeux. Exactement. L'enfant est le produit de son environnement, de sa socialisation, de son éducation, effectivement. Et puis donc du coup, il y a aussi mon oncle, donc le frère de ma mère. Et donc ce que j'expose dans le livre, c'est qu'avec moi, effectivement, il était très 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 silencieux, très réservé. Donc voilà, on avait des échanges qui étaient très limités. C'était bonjour, ça va, les études, et puis ça s'arrêtait là.
Et lorsque ma sœur est arrivée donc dans la famille, qu'elle est venue au monde, son attitude, là, j'ai vraiment constaté effectivement un changement total. Hein. Il était très expansif avec elle, et l'expression donc qu'il avait donc à chaque fois qu'il la voyait, c'était tout le temps Missier mis en belle tichabine. Donc bon, pour les gens qui ne comprennent pas le créole, donc oulala, quelle jolie chabine. Donc c'était voilà quelque chose que tout le monde finalement acceptait, hein, c'était finalement normal, mais je pense que moi indirectement ça me faisait encore une fois de nouveau comprendre finalement que je n'étais pas digne d'intérêt, que je n'étais pas digne de valeur, que je n'étais peut-être pas jolie puisque j'avais la peau foncée, je n'étais pas une chabine entre guillemets, dorée. Voilà, dorée. Donc c'est avec tout ça que je me suis construite, et donc du coup en plus, ce qui pour moi était aussi, je pense, impactant dans ma construction, c'est que là c'était aussi des hommes finalement qui me rejetaient. J'avais un beau-père qui n'était pas, en tout cas, très démonstratif, très aimant. Alors, on me renvoyait le fait que, par contre, il répondait à mes besoins matériels, hein, parce que voilà, mon beau-père venait d'une famille plutôt bourgeoise, donc ça, c'était aussi très important dans ma famille. Oui. Mais c'est aussi très antillais de oui. ne privilégier que l'aspect matériel et ne pas tenir compte des besoins affectifs de nos gens. Alors, pour moi, c'est le système colonial qui l'explique. Mais c'est pour ça qu'on dit que la femme antillaise est matérialiste. Pas seulement. Elle a effectivement éprouvé cette difficulté à faire face aux besoins, parce qu'elle a souvent eu plusieurs enfants. C'était la survie. Mais c'est resté dans notre façon de regarder les choses. Tout à fait. Hein? Oui, il assure ton bien-être, alors te plains pas. Voilà, te plains pas, il y a que ça qui compte. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que aussi ça a structuré aussi mon regard sur les hommes, et donc aussi du coup ma manière de me vivre moi aussi en relation avec un homme. C'est que voilà, j'avais un beau-père qui de fait, de toute façon, me rejetait, était dépourvu en tout cas de démonstration affective avec moi. Donc du coup, pour moi, c'était quelque part quelque chose que j'avais intégré. Et votre tonton, vous aviez une difficulté à faire qu'on éprouve des sentiments d'affection pour vous. Exactement. Et ça se joue en vous. Et la question, vous allez parler après d'estime de soi. La question qui vous vient d'emblée, c'est pourquoi est-ce que je ne suis pas digne d'être aimée? Pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas? Surtout que vous aviez quelqu'un dans votre proximité dont vous voyiez qu'elle bénéficiait d'un tas de choses que vous auriez aimé avoir. Alors, finalement, sur l'homme blanc aussi, vous avez des difficultés, puisque votre beau-père est comme ça, mais avant, vous avez parlé d'un fameux Lucien, là. Julien. Oui. Non, qui était aussi un bourgeois. Oui. Alors, c'était, vous avez eu oui. Alors, peut-être le temps de rencontrer des blancs bourgeois, mais enfin, lui, vous êtes rendu compte aussi que vous étiez un peu objectivé, et puis oui, utiliser et que la gentillesse, ce que beaucoup des nôtres prennent pour de la gentillesse, de l'acceptation, était en fait la culture d'un sentiment de supériorité, tout très acquis sans difficulté parmi les Noirs, parce que de toutes les façons ils les méprisent. Donc tout naturellement, il est grand, il joue au grand seigneur, il ne fréquente. Vous disiez qu'il fréquentait principalement des afrodescendants, et dès qu'on voit des blancs comme ça, le premier réflexe des nôtres, c'est de dire mais ils nous aiment, ils sont sympas, alors qu'en réalité, il y a là une espèce d'entretien d'un sentiment de supériorité parmi des gens qu'on a catégorisés comme étant inférieurs. Ces subtilités-là dans l'analyse des relations raciales échappent à notre peuple. Et donc on a des analyses qui sont extrêmement faussées. Oui. Et ce que j'ai voulu aussi du coup mettre en évidence, pour parler rapidement de cette relation avec donc ce fameux Julien, c'est vraiment la dimension aussi matérielle de la relation. C'est-à-dire que ils en tirent un profit. Un profit, Vous voilà. avez oui. Il y a, c'était une amitié qui n'était pas forcément basée sur des intérêts communs, des sentiments. Non, j'étais son amie parce que j'étais noire.
point barre. C'est ça. Voilà. Et que vous étiez la rigolote, comme vous le disiez. J'étais la rigolote de service. La noire cool et rigolote qui est de service, et ça l'amusait. Exactement. Dans sa petite vie train-train, son petit train-train de bourgeois vivant dans un quartier machin, où il s'ennuyait. Exactement. Donc voilà, le noir, c'était effectivement le clown de service. Donc ça, ce sont des expériences aussi négatives avec les hommes blancs. Exactement. Donc il y a aussi, mais cette forme de négativité, elle n'est pas du tout, elle ne porte pas sur les mêmes paramètres que la négativité avec les hommes noirs. Non, tout à fait. Parce que ceux-là vous appartiennent. Exactement. Oui. Exactement. Et donc pour revenir du coup, parce que le point de départ, je parle de cette relation parce que le point de départ quand même de l'écriture, c'est quand même cette relation longue avec ce militant qui a été une déception pour moi. Mais effectivement, c'est pour aller dans votre sens, c'est pour dire que les ressorts, ce qui se joue dans la relation avec un homme noir, et là en particulier parce que c'était un homme militant, pour moi elle n'est pas du même ordre. Alors oui, Julien, voilà, c'était une déception. Mon beau-père, ça a été aussi une déception. Mais ça se passe dans l'intragroupe. Voilà, exactement, c'est pas la même chose. Avec les autres, et nous ne comprenons pas ce lien-là. Les nôtres, parce qu'on n'a pas travaillé à former le groupe, au contraire, à le déconstruire, les nôtres ne comprennent pas que quand ils sont avec d'autres, ils sont dans l'intergroupe, et que cela ne mobilise pas du tout les mêmes sentiments, les mêmes préoccupations, les mêmes... Parce que et puis le lien n'est pas le même. Le lien n'est pas le même. Mais vous parliez tout à l'heure, pour moi c'est très très important que vous disiez ce ressenti. Chaque fois qu'on a dit qu'il y avait un problème entre blanc et noir, etc., même, on voyait des gens mariés, on disait, mais ils s'aiment. Ça veut dire, s'ils sont mariés, ça veut dire qu'ils s'aiment. Et la nature, en fait, des sentiments, votre façon d'aborder les choses, je vous ai dit que en sous-bassement, il y a énormément d'autres questions qui jaillissent. Moi, je me suis toujours intéressée à la nature des sentiments qu'on pouvait éprouver pour un intergroupe. Dans l'intragroupe, on vit beaucoup de difficultés, mais on doit trouver des solutions en intragroupe, entre soi, parce qu'il y a un soubassement culturel, une forme de familiarité, une forme de capital, de connaissances etc., qu'on ne va pas trouver avec l'intergroupe, parce que lui, souvent, en plus venant d'une culture dominante qui nous a mis en esclavage, ne voit en nous que des prototypes des inférieurs qu'ils ont fabriqués. Vous le dites aussi très bien. Ceux qui ont, parce que c'est que quand votre beau-père vous offre des livres, je ne sais pas, vous parlez donc des trucs me renvoyant directement à l'imaginaire raciste et colonial, dans lequel l'invention du noir entre guillemets fut établie. Vous parliez bien, vous parlez d'une invention. Donc quand on se marie avec quelqu'un dont vous êtes l'invention, alors ce que j'interroge, c'est quoi un sentiment? Ça naît comment? Ça part de quoi? Et comment peut-on considérer que nous soyons, nous, avec toutes nos prétentions à être des compétents, dans l'excellence, etc., comment vivons-nous dans des choses qui sont si peu, qui reflètent si peu les vrais sentiments, les bons sentiments, la nature humaine telle qu'elle nous aurait connectés les uns aux autres en utilisant ce patrimoine, parce que le sentiment, la manière de l'éprouver, de le dire, de le montrer à l'autre, c'est un patrimoine que nous n'avons pas et que nous ne semblons pas désirer avoir. Oui, alors moi ce que j'ai pu observer, là je parlerai de ma famille, j'aurais du mal à faire une généralité, mais en tout cas ce que je peux en dire, c'est que je pense que ma famille ayant été imprégnée aussi par le modèle colonial, le modèle occidental, ce qu'elle a toujours observé, c'est qu'effectivement cette vision du bonheur, et c'est celle qu'on voit toujours encore aujourd'hui, c'est-à-dire que effectivement, c'est le modèle idéal, c'est le modèle blanc, c'est-à-dire un couple
d'hommes et de femmes blancs auxquels tout le monde aspire, tout le monde identifie la réussite en étant avec un blanc, en étant avec ou une femme blanche. Donc je pense que du coup, pour ma famille, c'est encore une évidence. Enfin voilà, et c'est le cas pour bon nombre d'entre eux, de sortir de leur groupe d'appartenance. Alors effectivement, il y a aussi l'histoire de l'esclavage qui aussi explique ça, et effectivement cette vision voilà d'un homme blanc qui a le pouvoir et le contrôle effectivement sur les individus de la plantation. Donc effectivement, ça, je pense que c'est quelque chose qui a aussi impacté aussi ma famille. Mais je pense vraiment, enfin en tout cas pour leur cas, si on s'inscrit vraiment là dans le présent, que c'est vraiment ce qu'ils ont pu observer à travers la télé, la littérature. Enfin, je vois ma mère, bon, même si elle s'est mise à un moment donné avec un homme africain. C'est vraiment les schémas de l'école quand même. Elle est arrivée à 7 ans. Donc elle est arrivée à 7 ans en France. Elle a finalement très très peu de souvenirs de la Guadeloupe. Son entourage du coup était systématiquement un environnement aussi blanc. Le discours de ma grand-mère, mais le discours aussi qu'elle entendait finalement, c'était aussi toujours le discours de la réussite associé, je dirais, voilà, vous avez dit à des que individus. Pratiquement tous les membres de votre famille sont avec des partenaires blancs. Et donc, tous les enfants sont des métis. Et que les 3/4 de ce que vous soulignez ici, comme le comportement de ces Noirs, de ces afrodescendants, c'est un don de soi aux Blancs. Parce que le métis, comme je l'ai expliqué dans une de mes conférences, le métis est produit pour le blanc. Parce que vous avez expliqué qu'il y a très peu, votre mère, le patrimoine culturel. Très peu d'initiatives éducatives ont été menées pour inscrire ma sœur dans son afrodescendance. Ma sœur ne partageait que très occasionnellement des repas de famille avec notre branche maternelle. Personne ne l'obligeait à faire. À s'occuper de ce lien-là. Donc par contre, elle était libre de se tourner vers la branche blanche. Donc on produit bien des enfants qui sont un peu colorés, mais qui sont totalement détachés du socle culturel. Donc là encore, on voit que le noir est là pour apporter, pour donner, pour offrir, et s'oublier totalement. Oui, ce que j'allais dire, et s'oublier. S'oublier totalement dans la relation. Ensuite, s'oublier, et si je peux ajouter, ne pas aussi délivrer d'apports culturels. Enfin, il n'y a pas de capital culturel dans ce couple. Non, il doit perdre son capital culturel dans son métier. Ce que vous expliquez d'ailleurs, que ce qu'elle faisait avec vous, de lire des contes, etc., quand vous étiez petite, eh bien, elle ne le faisait pas avec cette fille-là, et en plus, elle ne lui parlait ni de l'esclavage, ni de l'Afrique. C'était du sujet banni. Pourquoi? Alors que c'est un enfant qui est sorti de son ventre, une enfant, et qu'elle, comme vous, et qu'elle aurait pu avoir développé un sentiment de maternel qui reflèterait une croyance profonde dans ce qu'est le rôle d'une mère. Et c'est pour cela que j'interroge ce mot de sentiment. Pourquoi, racialement, nos vies, nos sentiments, nos manières de nous projeter dans les choses sont, justement, pas racialement, sont si racisées, racialisées. C'est-à-dire que d'un coup, nous sommes des gens normaux, peut-être entre guillemets, puisque après tout le mal qui nous a été fait, c'est difficile d'utiliser ce terme-là. Mais pourquoi, d'une même entité que nous sommes, parce que l'autre a une couleur ou je ne sais quoi, nous changeons. Ça signifie que non seulement nous ne sommes pas stables dans nos sentiments, mais que nous ne savons pas qui nous sommes et comment cultiver des sentiments qui nous épanouissent. Donc nous sommes effectivement des personnes au service des autres. Les sentiments que nous éprouvons sont des sentiments absolument partisans en fonction et racisés, puisque nous délivrons des taux d'affection qui sont surpuissants quand il s'agit d'un blanc ou d'un métis, et quand il s'agit d'un noir, nous produisons des taux de haine et de rejet absolument incroyables. Pour moi,
toutes ces réflexions tournent autour d'une chose qu'on n'interroge pas. C'est quoi le sentiment? L'expression du sentiment, la constitution de sentiments dans nos pays, dans nos gens. Comment vivons-nous pour être comme ça? Et puis, pour que j'ai produit un enfant que j'ai porté pendant 9 mois, qui vit à côté d'une sœur qui écrit « J'étais une noire, elle était une métisse », donc je ne me sens aucun lien d'affinité avec elle, alors que biologiquement, nous sommes liés. Nous avons été portés par la même maman. Qu'est-ce qui a fait la différence? Sinon, la façon qu'elle a eu de l'éduquer. Et l'éducation, qu'est-ce que c'est? C'est justement la transmission de la culture. Et puisque vous ne croyez pas en votre culture, que vous ne croyez qu'en la race, c'est ça. Vous ne croyez qu'en la race. Vous distinguez, vous faites entre deux enfants que vous avez produits de la même matrice, deux entités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui sont déconnectées l'une de l'autre. Et vous disiez d'ailleurs, dès le début, j'avais noté que vous parliez d'un apprentissage de la déconnexion de soi. Oui. C'est un tissage, une sorte de tissage. C'est pour ça que, voilà, il faut qu'on vous lise, il faut qu'on comprenne comment les choses se mettent en place. Parce que nous avons des discussions sur ces choses-là, mais nous n'allons jamais au bout. Enfin, moi, en tant que sociologue, c'est une de mes préoccupations pour m'être entendu dire par mes compatriotes que je suis raciste ou bien que je diffuse des idées qui divisent la société parce qu'on est aimant. Regardez comment le racisme est lové au cœur de ce qu'un être humain a de plus sensible, d'un capital le plus précieux que nous puissions avoir, les sentiments, les émotions. Regardez comment ils sont teintés par cette sorte de fascisme qui est un racisme mais qui nous colle à la peau et qui nous fait produire des enfants pour les autres. Et j'avais raison de dire que le blanc fait le métis pour lui, parce que le noir n'est pas capable de se l'approprier. C'est un rapport de pouvoir. Donc quand on me dit que oui, ils s'aiment, etc., je voudrais, parce que vous avez dit vous-même dans votre livre que les enfants de vos parents, parce que vous voulez rester dans votre famille, mais moi je vous dis, moi qui étudie ce problème, je vous dis qu'il est général. Restez dans votre famille, mais moi je vous dis, vous avez dit que toute cette fratrie a épousé des blancs. Eh bien voilà, quand je dis que le noir fait des enfants métis et que le métis va faire des enfants de plus en plus blancs, on est dans cette réalité-là. Donc le noir ne fait pas d'enfants pour lui, il ne lui transmet pas sa culture, il n'a pas une volonté de préserver son capital, le capital qu'il est. Il est d'abord un capital culturel, mais il l'a transformé en capital, en machin racial, et il ne sait. Il ne s'est exprimé. Il ne s'est exprimé vis-à-vis de soi que ce sentiment qu'il n'est rien, c'est-à-dire qu'il le cultive avec un tel soin, que aujourd'hui c'est devenu normal. Nos mamans se taisent, personne ne va houspiller sa descendance parce qu'il a épousé un noir, mais toutes les bouches seront allongées de 50 cm si vous revenez à la maison avec un Africain ou avec ce que vous appelez un Viennègue. Alors, au-delà de la question de classe, puisque vous parlez, c'est vrai qu'elle mélange les deux souvent, hein, la classe et la race. Chez nous, c'est, je pense, souvent quand même indirectement lié. C'est-à-dire que je pense... les deux sont liés. Oui. Dans notre culture, c'est absolument lié. Ok. Oui, et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, pour revenir à la question du sentiment, donc j'étais peut-être effectivement pas allée jusqu'au bout de l'analyse, et du coup, je trouve ça intéressant. Voilà, effectivement, j'ai voulu mettre en évidence à quel point effectivement le racisme peut effectivement rentrer dans toutes les interstices, si je peux dire, du lien, et donc le lien familial. J'avais pas forcément questionné la question du sentiment, mais pour moi, ce que j'ai voulu aussi mettre en évidence, du coup, dans tout ce passage-là autour du métissage, finalement, c'était justement à quel point le fait de ne pas s'aimer, donc de ne pas s'accepter en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'individu porteur. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. Voilà, c'est ça. Pas d'amour de soi. Donc, alors du coup, l'autre
qui vient de l'intergroupe, qui vient dans vos vies, votre vie, vous n'avez... Non, nous restons serviteurs, nous restons domestiques, nous restons dans le rôle, et même lorsque nous avons à nous forcer à faire un enfant après 9 mois, à le porter, à faire tout ça, c'est pour l'autre encore que le bénéfice est, pas pour nous. Donc ça, moi je veux dire, quand on analyse de manière profonde ce que nous sommes, on devrait vraiment faire le grand déballage. On devrait vraiment regarder au fond de soi comment on se comporte comme les domestiques pour lesquels on a toujours, les serviteurs, les asservis, pour lesquels on nous a toujours fait passer. Et les questions d'amour, là, dont on vient nous rebattre les oreilles, il faut dire aux gens d'abord de cesser leur litanie, parce que ce qui se passe dans les couples dominos, comme vous les appelez, enfin, comme on les appelle, et que beaucoup d'afro-descendants racontent, puisque les Antillais se parlent beaucoup entre eux, mais il n'y a rien qui filtre sur la place publique. Motus et bouche cousue, il faut surtout pas, parce que on risque de vous prendre pour un raciste. À côté de ça, vous avez le droit dans votre ménage de vous entendre traiter de sale nègre, de sale négresse, de recevoir parfois les pieds de monsieur dans votre arrière-train. Vous avez le droit de vivre avec des gens qui n'ont aucune once de respect pour vous, mais de la fermer. Parce que, voilà. Et j'ai vu des gens se comporter comme s'ils étaient de véritables esclaves. Et on ne comprend pas cette domination qui est dans le couple si on continue à fabuler sur l'idée que dès qu'on se marie, c'est dans l'amour qu'on est. C'est ridicule. Et ça nous montre que nous n'allons pas loin dans l'analyse de nous-mêmes. Maintenant, comme le temps a passé, que c'est passionnant et que je voudrais que vous nous parliez quand même de votre projet-là, je veux, parce qu'il nous reste 10 minutes, si je à tout casser. Vous voyez comme ça passe vite. Vous avez fait un chapitre 4 que vous avez intitulé une estime de soi à renforcer. Donc, vous mettez des parties différentes. Un amour de soi à cultiver sont les conditions de l'acquisition d'une estime de soi favorable. Une image de soi à recréer. Une confiance en soi à développer. Et donc, vous analysez. J'en arrive donc à la conclusion que mon niveau d'estime a considérablement joué, d'estime de vous-même, a considérablement joué un rôle dans mes relations avec les hommes afrodescendants, parce que ça reste votre questionnement principal, vos rapports avec les hommes de votre communauté. Inapte à m'aimer moi-même, je n'ai pas su aimer ces hommes de manière profonde et sacrée. Bien que tous différents, ce qui est récurrent, c'est que j'ai toujours eu du mal à trouver une juste place avec eux. La place de la femme que je décidais d'être. Donc je reste persuadée que cette incapacité à s'aimer, donc à m'aimer, fut dans de nombreuses histoires réciproques. Donc si la production femme que vous êtes, n'a pas été capable d'aimer son homme comme elle l'aurait voulu, on comprend que l'homme n'a pas été capable d'aimer sa femme comme il l'aurait peut-être voulu. Ça signifie que quand vous posez le problème dans sa réciprocité, ça signifie que les deux auraient besoin d'une thérapie. Les deux auraient besoin de se rendre compte qu'ils se font du mal. Les deux auraient besoin de comprendre qu'ils sont la création d'une entité qui ne leur veut pas de bien et qui leur dit ne vous aimez pas. Ne vous aimez pas, mais c'est moi la solution. C'est ça. Et la solution, c'est que vous allez faire des enfants ou des machins pour moi qui ne vous bénéficieront pas. Vous voyez, dans nos proverbes, nous avons ça. Depuis mille tenir un vieux cheval et qu'a dit négresse pas maman. Je ne sais pas en Guadeloupe comment vous dites. Non, je ne connaissais pas cette. Eh bien, nous disons ça. Il y a même 2 versions que vous allez trouver dans Marie-Thérèse Longfou. Ça dit quelque chose de la mentalité. Voyez. Ensuite, au chapitre 5, vous écrivez « Nos hommes sont-ils mauvais ?» Et ce qui est intéressant, c'est que vous analysez votre perception des rapports amoureux. Alors, vous passez en revue cette histoire d'histoire de conte de fées qu'on nous racontait, petite fille, et votre projection dans une vision de vous en tant que princesse et machin,
oui, princesse. Et donc les rapports amoureux qui étaient, voilà, ils s'aimèrent, il y a beaucoup d'enfants, puis ils vécurent ensemble toute la vie. Alors qu'on vous parle d'un homme, un Viennet qui n'arrête pas de courir les jupons, et dès qu'il a couru un jupon, il est cassé en 1000 morceaux parce que c'est, je n'allais pas dire le prétexte parce que ce sont de vraies raisons. Mais en tout cas, c'est la sentence. C'est la sentence pour dire que décidément, il n'est pas digne de respect, pas digne qu'on l'aime, c'est ceci, c'est un sacré ceci, un sacré cela. Et lui-même, il a pris l'habitude d'être bon à rien, puisqu'on ne lui donne aucune place. Dans le début de quand vous parlez beaucoup des femmes potomitan, vous mettez bien en place le scénario qui est là, qui montre que les femmes ne laissent pas de place. Avec leur invention là de potomitan, de femmes potomitan, elles ne laissent pas de place aux hommes. Et les hommes considèrent que, ben voilà, comment l'imaginaire collectif les stigmatise, et ben ils considèrent qu'ils sont libres. Après tout, il n'y a que ça, puisque sur quoi ils se mesurent pour dire qu'ils ont réussi leur vie, sinon sinon par le fait qu'ils ont tombé tant et tant de femmes. Donc, il y a un scénario qui est en place dans nos sociétés qui explique que nous produisons les hommes que nous mettons en échec, à qui nous refusons une place et qui restent dans des rôles archaïques parce que nous ne leur donnons pas d'autres. Et dès que nous avons un problème, nous courons le résoudre avec les gens des autres pays, des autres groupes qui, eux, sont, enfin je dis nous, c'est plus récent pour les femmes mais beaucoup plus vieux pour les hommes, nous sommes toujours donc dans un rapport, j'allais dire frontiérisé avec l'autre groupe, et dès que chez nous le vent commence à souffler, hop, on part chez l'autre en intergroupe et on veut nous faire croire que c'est ça l'épanouissement. Alors vous avez analysé les figures de femmes ou de non-femmes que vous avez empruntées et qui expliquent les fautes que vous avez commises avec vos hommes. La figure de l'enfant, la peau d'une mère, la figure, la peau d'un enfant, et puis après la peau d'une adulte. Vous êtes entré dans la peau d'une adulte pour comprendre que l'union profonde et sacrée avec un homme afro-adulte, un homme afro-adulte, était ce que vous recherchiez parce que vous étiez devenue une femme adulte et que vous compreniez comment aller vers cette union profonde et sacrée. Et cette forme d'épanouissement. Alors, je vous laisse la parole pour parler de penser l'équilibre. Vous dites que vous n'êtes pas pessimiste, etc. Oui. Vous n'êtes pas féministe. Oui. Et vous l'expliquez très bien, ne serait-ce qu'à travers les postures coloniales et les différences entre femmes blanches et femmes noires. Vous expliquez très bien pourquoi vous dites que vous n'êtes pas féministe. Mais ce que j'aimerais que vous disiez aux nôtres, c'est votre chapitre 7. Pourquoi l'union profonde et sacrée entre afro? Oui. Alors, donc pour revenir à ce chapitre penser l'équilibre, pour moi c'était important de me positionner aussi du coup en tant que femme afrodescendante dans cet écrit parce que effectivement ce que je dis c'est que souvent lorsque les femmes ont tendance à prendre des initiatives par elles-mêmes, souvent ce que j'observe c'est qu'on les qualifie de féministes, voilà. Et puis il y a aussi quelque chose, à mon sens, un peu un phénomène de mode aussi où systématiquement voilà, dès qu'une femme ouvre la bouche, prend la parole, s'exprime, bon, on lui associe tout de suite le qualificatif de féministe. Donc pour moi déjà c'est important déjà de dire que ma démarche elle était tout autre. Moi, je parlerais plutôt de femmes afro-conscientes, si je devais me qualifier de manière synthétique. Oui, vous avez parlé. Voilà, parce que, comme je le dis, moi, je me sens, en fait, dans cet écrit, mais dans ma vie de tous les jours, moi, je me sens reliée à mes ancêtres africains. Que aussi, cette démarche-là, la démarche c'est une démarche finalement identitaire aussi. Hein. Quand on parle de l'amour de soi, finalement, on est aussi sur la quête de l'identité, et donc moi, du coup, cette démarche-là, elle est aussi décoloniale. À mon sens, si je prends en compte l'histoire, si je prends et que je dis que je m'inscris dans mon africanité, dans le lien avec mes ancêtres, pour moi c'est un non-sens en fait de parler de féminisme, tout simplement parce que déjà
nos cultures africaines sont plutôt de tradition matriarcale et non patriarcale. Donc déjà, je ne m'inscris pas du coup dans cette société qui a érigé le patriarcat comme valeur suprême. Et de l'autre côté, moi je vois aussi un lien entre le patriarcat et la négrophobie. Donc si je rejette la négrophobie, de fait, je ne peux pas m'inscrire dans cette société patriarcale. Et donc pour moi, le féminisme, c'est un peu aussi le produit finalement de cette société occidentale. Mais comme le temps nous je suis désolée. Compté, je voulais que vous expliquiez, parce que vous parlez de renaissance. Oui. Et donc du coup, et votre titre, d'ailleurs, c'est Confidence intime d'une afro-consciente. Et donc, parce qu'il nous reste 2 minutes à peine. Et donc du coup, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, au vu de tout ce qu'on a dit, des difficultés à nous unir, de l'aliénation, de l'absorption justement de ce modèle occidental, pour moi, un des éléments phares, je pense, c'est que justement nous apprenions, que nous réussissions à nous reconnecter entre nous, donc d'être dans l'entre-soi entre hommes et femmes afro, parce que pour moi, vous appelez l'union sacrée. L'union sacrée, effectivement, parce que pour moi, c'est la base. Je veux dire, si on parle de vie, si on parle de groupe, qui c'est qui donne la vie, qui c'est qui constitue le groupe, si c'est un homme et une femme. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment ce point de départ-là qui est important de travailler, et à mon sens, le féministe n'y répond pas. Donc, pour moi, le point de départ, c'est ça, c'est de travailler sur nos comportements, de réfléchir au sens de nos actes, au sens de nos mots, au projet de vie et projet de société qu'on veut. Donc c'est pour ça que je parle de renaissance africaine, entre autres. Donc je fais référence aux travaux de Cheikh Anta Diop qui parlait de renaissance africaine. Mais pour moi, le premier jalon, c'est vraiment l'union profonde et sacrée. Le maillon exactement. à renforcer, c'est le couple. Exactement. Alors, si vous permettez, parce que il faut qu'on arrête, je vais lire. Comme Martin Luther King, j'ai fait un rêve, celui de l'union profonde et sacrée entre afro. Ceci me paraît de taille au vu des handicaps que nous cumulons. J'en arrive d'ailleurs à ce stade de ma vie à la conclusion que le champ affectif, souvent écarté, est le plus urgent à traiter au sein de notre communauté. Pour quelle raison j'affirme cela? Tout simplement parce que je crois que notre renouveau en tant que communauté afro solidaire et organisée dans ce monde individualiste ne peut être envisagé sans ce postulat de base. Alors que nombreuses ou nombreux sont ceux ou celles qui affichent comme but ultime d'équilibre pour l'Afrique et les peuples afrodescendants partout où il se trouve le projet de renaissance africaine, je considère qu'il est aussi vital d'y inclure un premier jalon, l'union profonde et sacrée entre afro. Voilà, donc on termine comme ça, le temps qui nous était parti est terminé. C'est un livre passionnant. Je vous rappelle son titre, S'aimer, Confidence intime d'une afro-consciente, vous le voyez à l'écran. C'est un petit ouvrage qui est très dense, avec beaucoup écrit avec beaucoup de sagesse et qui attire l'attention sur beaucoup de choses et qui vous fait aller beaucoup plus loin encore dans l'analyse de qui sommes-nous? Pourquoi nous avons autant de mal à nous aimer vraiment? Pourquoi notre amour est si racisé, si défini, déterminé par des déterminants raciaux, racistes, négrophobes? Voilà le monde qu'on nous a préparé, dans lequel on nous fait vivre, et on croit, parce qu'on est dans des mariages interraciaux de plus en plus nombreux, qu'on a atteint l'apogée de notre développement d'êtres universels qui se réclament de la non-appartenance à un groupe, mais les autres sont des millions quand nous sommes quelques milliers, n'oubliez pas. Et l'idée de fusionner, etc., tant que vous faites des enfants qui reviennent au groupe dominant, vous n'avez rien pour vous. Essayez de capitaliser de manière à ce que votre bourse se remplisse aussi. Je vous remercie d'avoir été là. Merci à vous. Katie, dites un mot de revoir à nos téléspectateurs. Je vous dis au revoir. Regardez la caméra là. Au revoir. Donc, vous pouvez trouver le livre, donc c'est mes confidences intimes d'une afro-consciente, sur mon site internet, donc www.emando.com.
Également donc sur le site internet de la boutique Nofi Store, donc qui est une boutique qui supporte le Black Business. Nofi qui travaille aussi beaucoup auprès de meilleures connaissances, pour une meilleure connaissance des Afro-descendants et des Africains. En tout cas, voilà, pour commencer l'année, pourquoi pas une réflexion sur qui nous sommes, sur comment nous nous comportons, sur est-ce que nous aimons vraiment ce que nous sommes ou est-ce que nous aimons les surfaces, les couleurs, les textures des cheveux, à quel moment nos profondeurs, nous les laissons émaner, émerger pour que nous soyons dans des sentiments profonds et donc dans beaucoup de tolérance, plus de tolérance envers nous-mêmes, puisque quand on s'aime vraiment, on sait pardonner. J'entends parler de résilience, mais la résilience ne se fera pas sur un champ dévasté comme celui sur lequel nous sommes. Merci d'avoir été là et à très bientôt.